Le 10 septembre 2025, à l'instant exact où l'horloge frappait midi, la cour de Matignon baignait dans une lumière dorée, presque trompeusement paisible pour un début d'automne. Les objectifs des caméras ne clignaient plus et rivés sur ce perron chargé d'histoire, théâtre répété des bascules du pouvoir. Pourtant, malgré l'habitude des crises et des mises en scène politiques, rien n'annonçait la séquence hors norme qui allait se dérouler dans les 7 minutes à venir. François Bayrou attendait, campé face au regard, un sourire mystérieux accroché au visage. Il croyait tenir son moment. Depuis 2 jours, depuis l'effondrement brutal de son gouvernement, il avait peaufiné chaque détail d'une manœuvre censée lui permettre de quitter la scène sans vraiment la quitter. Ce qu'il ignorait encore, c'est que Sébastien Lecornu avait décrypté le scénario avant même que le rideau ne se lève. Mieux, il était sur le point de retourner la cérémonie contre son initiateur et de faire de cette simple passation un acte de domination politique qui marquerait durablement les esprits bien au-delà de Matignon. La nuit précédente, à l'abri des tentures épaisses de l'Élysée, 2 silhouettes échangeaient à voix basse. Emmanuel Macron, très tiré par des semaines de tempête politique, faisait face à celui qui tenait encore la défense. Sous les lustres du bureau présidentiel, les ombres glissaient sur les murs chargés de visages d'anciens chefs d'État comme un rappel silencieux du poids de l'histoire. « Sébastien, tu vois clair dans le jeu que François prépare pour demain ?» lança le président, le regard planté dans celui de son ministre. Lecornu, immobile près de la baie vitrée ouvrant sur des jardins noyés de nuit, tarda à répondre. Il fixait les grilles du palais, pensant aux millions de Français lassés, épuisés par une instabilité devenue chronique. « Il va essayer de m'enfermer », finit-il par dire, d'un ton posé qui contrastait avec la tension ambiante. Un discours interminable, chargé d'émotions, saturé d'allusions à son courage et à ses principes. Il cherchera à se peindre en victime héroïque de la République. Macron acquiesça lentement. Bayrou, il le connaissait par cœur. Des années d'alliance, parfois même de connivence. Mais en politique, la loyauté pèse peu face au calcul. François est meurtri, ajouta le président. 364 députés lui ont tourné le dos. C'est inédit sous la Ve République. Un premier ministre renversé par le vote qu'il avait lui-même provoqué. Il ne quittera pas la scène sans livrer bataille. Lecornu pivota lentement, son expression parfaitement maîtrisée ne laissant filtrer aucune émotion. À seulement 39 ans, il s'apprêtait à endosser le rôle de 5e chef de gouvernement sous Emmanuel Macron en moins de 24 mois. Un chiffre vertigineux, moins révélateur d'un talent hors norme que d'un système politique à bout de souffle. « Monsieur le Président », déclara-t-il d'un ton assuré, « cela fait 3 ans que je pilote la défense du pays au cœur de la plus grave crise sécuritaire qu'ait connue l'Europe depuis des décennies. Je pense pouvoir affronter François Bayrou durant 7 minutes sur le terreau de Matignon. » À cet instant précis, ni le chef de l'État, ni son futur premier ministre ne pouvaient deviner ce qui se tramait ailleurs. Dans un appartement discret du 7e arrondissement parisien, François Bayrou peaufinait déjà sa mise en scène. À 74 ans, marqué physiquement par 9 mois de combats parlementaires harassants, le leader du MoDem relisait pour la 10e fois des feuillets noircis à la hâte. Chaque mot comptait. Le moment qu'il préparait devait être son dernier coup d'éclat. Le plan était d'une efficacité redoutable sous des airs faussement simples. Bayrou comptait offrir un discours enveloppé de bienveillance, promettant soutien, unité et renouveau à celui qui allait lui succéder. En réalité, chaque phrase était un mécanisme de précision destiné à coincer Lecornu. En s'installant dans le rôle du vétéran éclairé transmettant la torche à un jeune fougueux, il dessinait une supériorité morale implicite. Lui, le guide expérimenté, l'autre, l'apprenti encore vert. Dans un murmure, il répétait mentalement l'ossature de son intervention. 3 verbes, pas un de plus. Soutenir, unir, réinventer. Des mots choisis comme des lames. Soutenir pour laisser entendre que son successeur ne tiendrait pas seul. Unir pour rappeler qu'il avait tenté l'exercice avant d'être stoppé par des oppositions prétendument raisonnables.
Réinventé, enfin, pour suggérer que la ligne macroniste classique, dont Lecornu était le pur produit, avait atteint ses limites. Le dispositif était imparable. Dire oui à cette main tendue, c'était admettre une forme de dépendance. Dire non, c'était se draper dans l'arrogance. Quelle que soit la réponse, Bayrou restait dans le jeu, audible, visible. Hors de question de disparaître comme Michel Barnier, déjà effacé des conversations politiques. Non, François Bayrou n'avait aucune intention de quitter la scène. Il voulait continuer d'en être un acteur central. Ce que Bayrou ne pouvait pas imaginer, c'est qu'au même instant, loin des salons parisiens, Lecornu élaborait une riposte à contre-courant. Dans un modeste appartement normand, là où tout avait commencé pour lui, le futur Premier ministre ne peaufinait pas un discours fleuve. L'exercice de la grande éloquence n'avait jamais été son terrain favori. Il n'avait ni le lyrisme, ni le souffle interminable de ces figures politiques capables de parler sans fin. En revanche, il maîtrisait un art bien plus rare à cette époque, celui de la concision. Face à une feuille blanche, il nota une idée simple, presque radicale. Pas de tirade solennelle. 4 mots seulement, destinés à structurer toute sa prise de parole. Pendant que Bayrou empilait les phrases, travaillait les transitions et peaufinait chaque paragraphe, Lecornu, lui, forgeait des formules brèves, nettes, taillées pour frapper juste. Là où la politique française s'enlisait souvent dans l'abondance de mots, il comptait imposer le silence, le rythme et l'impact. Au lever du jour, le 10 septembre, Paris hésitait entre grisaille et éclaircie. Dans plusieurs arrondissements, les premiers groupes du mouvement Blocou prenaient position. Né en ligne durant l'été, le collectif promettait le blocage général, contre l'austérité, contre Macron, contre un système jugé à bout de souffle. L'État avait sorti l'artillerie préventive, 80 000 policiers mobilisés à l'échelle nationale. La tension flottait partout. À 11h30, Bayrou franchit les grilles de Matignon à bord d'une berline noire aux vitres opaques. Quelques manifestants, encore clairsemés, lançaient des slogans acerbes. L'ancien premier ministre les salua d'un geste, comme s'il était toujours aux commandes. Ironie cruelle, puisqu'il ne l'était déjà plus. Dans les salons, un ultime tête-à-tête de 50 minutes s'engagea avec Lecornu. Personne ne saura jamais précisément ce qui s'y dit. Ils étaient seuls, accompagnés d'un huissier discret venu déposer du café. D'après des confidences, l'échange fut électrique. Bayrou plaida sa cause. Le budget rejeté, les députés déloyaux, un contexte exceptionnel. Lecornu écouta, courtois, presque muet. Peu de questions, presque pas de notes. Son silence parlait pour lui. À midi pile, ils apparurent dans la cour. Derrière les barrières, la presse se pressait. Toutes les chaînes avaient interrompu leur programme. TF1, France 2, M6, BFM, CNews, LCI. Bayrou s'avança le premier vers le pupitre. Costume sombre, cravate bleue, visage maîtrisé. Ce mélange de gravité et d'apaisement qu'un demi-siècle de politique affine. Il inspira et lança. « Monsieur le Premier ministre. » Puis il planta le décor. Un moment crucial, exigeant, périlleux pour le pays. 3 adjectifs pour alourdir l'instant et souligner l'ampleur de l'héritage. Ensuite, sa voix prit ce ton professoral qu'il affectionnait. 3 mots me viennent. Soutenir, unir, réinventer. Le dispositif était posé. Soutenir. Une main tendue, certes, mais aussi une position dominante. Mon aide, la nôtre, vous est acquise, précisa-t-il, englobant son équipe, son parti, se présentant comme un réservoir d'expérience face aux nouveaux venus. Unir, plus fin encore, un rappel de sa tentative avortée, non par incapacité, mais parce que l'époque serait irréconciliable. Réinventer, enfin. Le plus piégeux. « Nous ne pouvons pas rester un pays qui refuse le réel, lança-t-il, appelant à bâtir du neuf à partir de la réalité. Une critique à peine dissimulée, dirigée autant contre la méthode macroniste que contre celui qu'il incarnait désormais.
Dans le récit que Bayrou déroulait, le camp présidentiel, incarné jusqu'à la caricature par Le Cornu, s'était coupé du réel. Prisonnier des concepts, enfermé dans une vision théorique du pays. Lui, à l'inverse, se présentait comme l'homme du concret, du terrain, du possible. Pendant près de 4 minutes, il occupa l'espace, sculptant patiemment son autoportrait. Celui d'un responsable lucide, courageux, injustement sanctionné, mais toujours disponible pour servir. La conclusion, elle, était soigneusement dosée. Un optimisme mesuré, presque paternel. Je ne crois pas un instant que la France soit condamnée à vivre durablement dans la division, l'invective et la violence. Puis le silence. Bayrou se tourna vers Le Cornu, esquissant un sourire discret. Le mécanisme était enclenché. Si Le Cornu remerciait chaleureusement pour cette aide, il se placerait de facto en position d'infériorité. S'il se lançait dans une longue réponse pour exposer sa vision ou se défendre, il tomberait exactement dans ce que Bayrou venait de dénoncer. Une classe politique bavarde, experte en mots, pauvre en actes. Sébastien Le Cornu s'approcha à son tour du micro. Là où Bayrou s'était appuyé sur des feuilles soigneusement préparées, lui arrivait les mains vides. Aucun support, aucune note. Seulement sa présence, un costume gris sans fioriture et ce regard fixe, tendu, qui traduisait une détermination froide. Il posa les yeux sur Bayrou, balaya ensuite les caméras, puis revint vers lui. Le temps sembla se suspendre. 3 secondes de silence. 3 secondes interminables pour les journalistes massés derrière les barrières. Puis la voix tomba, nette. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs. Le ton était stable, assuré, et immédiatement la rupture. Je ne ferai pas de long discours. L'impact fut immédiat. Une phrase courte, presque sèche, comme une réplique directe à la logorrhée qui venait de précéder. Mais au-delà du duel, le message s'adressait au pays tout entier. Les envolées verbales appartenaient au passé. La crise politique et parlementaire que nous traversons impose de la retenue et de l'humilité, poursuivit-il, traçant d'emblée une ligne claire. Moins de mots, plus de gravité. Humilité, retenue, 2 vertus que Le Cornu évoquait sans les nommer, mais dont l'absence semblait soudain planer au-dessus du bilan Bayrou. Rien n'était laissé au hasard. Le nouveau chef du gouvernement avançait avec une précision chirurgicale, conscient que chaque formulation frappait juste. Il commença par le rituel attendu. « Je remercie le président de la République pour la confiance qu'il m'accorde », déclara-t-il, avant de pivoter vers Bayrou. Et là, le ton changea subtilement. « Je tiens également à vous remercier pour l'aide que vous proposez, aide que je n'écarte évidemment pas. Mais surtout, je veux rendre hommage au courage remarquable avec lequel vous avez porté vos convictions personnelles, celles du militant et du citoyen, jusqu'à la toute dernière minute ici, à Matignon. Courage remarquable. » L'expression claqua dans la cour comme un coup feutré mais précis. En surface, une marque de respect. En profondeur, une déconstruction implacable. Le Cornu venait de résumer l'action de Bayrou non pas par ses résultats, mais par sa bravoure. Autrement dit, l'effort sans l'aboutissement. Une élégante manière de saluer la tentative tout en soulignant l'échec. En évoquant des convictions intimes et militantes, il rangeait Bayrou parmi les idéologues, ceux qui défendent une vision avant de défendre un pays. L'attaque était fine, presque invisible pour le téléspectateur ordinaire, mais dans les cercles politiques parisiens, le message était limpide. Bayrou le ressentit immédiatement. Son sourire se crispa. À cet instant, il comprit que celui qu'il croyait pouvoir encadrer était en train de le désarmer, lentement, méthodiquement, mot après mot. « Je crois moi aussi à une justice du temps long, celle qui finit toujours par remettre les choses à leur place, poursuivit Le Cornu, avant d'ajouter avec un calme redoutable « Et je vous le dis également en tant que votre cadet, Monsieur le Premier ministre. » Le mot était lâché. Cadet. En une formule apparemment anodine, la fracture générationnelle venait d'être actée. Le Cornu installait une chronologie implicite. Bayrou appartenait à ce qui s'achève, lui incarnait ce qui commence. Et la force du geste tenait précisément à sa douceur. Aucun mépris,
Aucune brutalité. Seulement une courtoisie irréprochable qui rendait l'estocade encore plus tranchante. Puis vint la seconde séquence de son intervention, celle que les chaînes d'infos allaient disséquer en boucle. La deuxième chose que je veux dire aux Françaises et aux Français, c'est qu'on va y arriver. Rien de plus. 4 mots, sobres, presque désarmants. Après des mois de chaos institutionnel, de premiers ministres éphémères et de textes retoqués, quelqu'un osait enfin une promesse sans astérisque. On va y arriver. Aucune réserve, aucun préalable. Pas de dépendance au bon vouloir des députés, ni d'excuses anticipées liées au contexte. Juste une certitude affirmée. Je suis convaincu qu'il n'existe pas de voie impraticable, ajouta-t-il. Aucune voie impraticable. Une phrase qui balayait 9 mois de justification bayrouiste. Là où son prédécesseur détaillait sans fin les contraintes, les blocages et les impossibilités, le Cornu posait un postulat simple. Les difficultés sont réelles, mais elles se franchissent. Et soudain survint l'instant que personne n'effacera de sa mémoire, celui qui fit vaciller les certitudes de la vie politique française. Le Cornu se redressa à peine, planta son regard dans celui de Bayrou et lâcha la phrase qui allait tout faire basculer. « Il faut que ça change. » Sa voix gagnait en force à chaque mot. Changer pour être plus inventif, parfois plus rigoureux sur le plan technique et surtout plus responsable dans la relation avec les oppositions. Inventif, technique, sérieux. 3 qualificatifs qui, par contraste, dessinaient en creux le bilan du gouvernement sortant. Pas assez audacieux, pas assez précis, pas assez solide. Une démolition méthodique présentée sous les habits sages d'un projet politique. Et le Cornu ne s'arrêta pas là. Il faudra des ruptures. Le terme claqua dans l'air comme un éclair. En France, le mot rupture n'est jamais neutre. Il évoque les grands tournants, les remises à plat, les promesses de changement radical. Et pas seulement dans l'apparence, poursuivit-il, le ton désormais tranchant. Pas uniquement dans la méthode. Des ruptures aussi sur le fond. Le message était limpide. Devant un Bayrou visiblement atteint, sous l'œil des caméras du pays entier, le Cornu venait d'affirmer que l'héritage laissé, par Bayrou, par Barnier et peut-être même par les précédentes équipes de Macron, ne suffisait plus. Tout devait être repensé. Sur le fond, c'était une attaque frontale contre les vieilles recettes du pouvoir. Son intervention dura précisément 2 minutes 30. 2 minutes 30 face aux 4 minutes de Bayrou. Mais dans ce laps de temps réduit, le Cornu avait neutralisé pièce par pièce le piège tendu par son prédécesseur. Pas de débat stérile, pas de duel verbal. Il avait posé un diagnostic, tracé une direction et affiché sa volonté. À ses côtés, Bayrou n'affichait plus le moindre sourire. Il savait. Sa tentative de rester centrale, de se poser en guide du nouveau premier ministre, venait de s'effondrer. Le Cornu n'avait ni accepté l'aide, ni provoqué en la refusant. Il avait fait bien mieux. Il avait déplacé le terrain. La cérémonie s'acheva par une poignée de main rapide, presque mécanique, sous l'objectif des caméras. Puis les 2 hommes regagnèrent Matignon, laissant derrière eux une page politique définitivement tournée. Les secondes à peine écoulées, la déflagration gagna les réseaux. En ligne, tout s'embrasa. Sur Twitter, un mot dièse s'imposa à la vitesse de l'éclair. #JeunRupture Le Cornu. Les éditorialistes, d'abord surpris par la concision presque déroutante de l'intervention, se mirent à disséquer chaque phrase. « C'est un masterclass de communication politique », écrivit un chroniqueur du Monde. En 2 minutes 30, Le Cornu a accompli ce que d'autres échouent à faire en 2 heures. Sur BFM, un journaliste insista sur l'essentiel. Il n'a pas parlé de lui. Il a dit « On va y arriver, il va falloir, c'est du collectif, pas de l'ego ». Sur les plateaux d'infos en continu, les experts passaient la scène au ralenti. La posture droite sans raideur, le regard frontal, l'absence totale de fiche. Rien n'était laissé au hasard. Tout concourait à dégager une impression de maîtrise calme, d'autorité posée, sans emphase ni arrogance. Et puis il y avait cette formule, celle qui dépassait la simple mise en scène.
Les ruptures sur le fond. Les analystes comprirent immédiatement. Lecornu ne promettait pas seulement de nouvelles méthodes pour poursuivre les mêmes buts. Il annonçait un changement de cap, des objectifs différents. Rue de Solferino, dans les locaux du Parti socialiste, Olivier Faure suivait la scène sur un écran, partagé entre curiosité et prudence. « Des ruptures de fond », murmura-t-il. « On verra si c'est du sérieux ou juste un coup de com' bien emballé. » À Nanterre, au siège du Rassemblement national, Jordan Bardella prenait des notes. À 30 ans, le président du RN reconnaissait un langage qu'il maîtrisait lui aussi, celui de la fracture générationnelle. Soit la rupture est réelle, soit il y aura censure, prévint-il peu après. Le message était limpide. Lecornu avait engagé sa parole. Il serait évalué sur les actes. Pendant ce temps, dans les couloirs feutrés de Matignon, François Bayrou faisait ses adieux. Certains membres de son équipe retenaient leurs larmes. D'autres affichaient une colère froide. Tous avaient le même sentiment. Ils venaient d'assister à quelque chose de rare. « Il nous a écrasés », glissa un conseiller à voix basse. « Non », corrigea son interlocuteur, vétéran des coulisses politiques. « Il n'a rien fait d'irrespectueux. Au contraire. » Mais sa précision a été implacable. « C'est plus violent qu'une vexation. C'est une sortie de cadre. » Bayrou ne répondit pas. Son visage s'était figé, lisse, fermé. Il enchaîna les poignées de main, distribua quelques accolades protocolaires, puis prit place à l'arrière d'un véhicule officiel. Une dernière fois. Cap sur Pau, sa mairie du Sud-Ouest, là où, disait-on, il comptait se recentrer. La voiture s'ébranla, franchit les grilles de Matignon, et en quelques secondes, François Bayrou s'éclipsa du premier plan national avec la même soudaineté que celle de son entrée, 9 mois auparavant. À l'intérieur, Sébastien Lecornu n'avait pas perdu une minute. À 14h30, Gabriel Attal, patron des députés Renaissance, passait la porte. Une demi-heure plus tard, les représentants des Républicains. Puis à 17h30, Édouard Philippe, ancien chef du gouvernement et concurrent potentiel. La ronde des consultations s'ouvrait, mais l'air avait changé. Ceux qui défilaient à Matignon ce jour-là n'avaient plus l'assurance d'hier. Face à Bayrou ou Barnier, ils négociaient le temps. Face à Lecornu, ils sentaient autre chose. Un interlocuteur qui ne s'attarderait pas dans les palabres, qui ne chercherait pas à séduire par le verbe. Quelqu'un qui passerait à l'action dès la tombée de la nuit, le 10 septembre. À 20h, aucun journal télévisé n'y échappa. La passation occupa systématiquement l'ouverture. Sur TF1, Gilles Boulot résuma la séquence d'une formule sobre. Un chapitre se referme. En à peine quelques minutes, Sébastien Lecornu avait imprimé une rupture de ton spectaculaire. Sur France 2, Anne-Sophie Lapix souligna ce qui sautait aux yeux, la rareté des mots. Dans un paysage politique saturé de discours interminables et souvent creux, Lecornu avait choisi l'exact opposé, parler peu mais frapper juste. Sur M6, Karim Rissouli déplaça le débat. La vraie interrogation désormais, ce sont ces fameuses ruptures. De quoi parle-t-on concrètement? Parce que les Français ne croient plus aux promesses abstraites. Il touchait là au cœur du sujet. Oui, Lecornu avait remporté haut la main la bataille de l'image lors de cette cérémonie. Mais l'affrontement politique, lui, ne faisait que s'ouvrir. Les jours suivants, les coulisses commencèrent à livrer leurs secrets. D'après plusieurs proches de Bayrou, l'ancien Premier ministre avait consacré la nuit précédant la cérémonie à peaufiner chaque détail de son intervention. Conseiller en communication sollicité, répétition devant le miroir, minutage précis de chaque phrase. Rien n'avait été laissé au hasard. Son objectif était clair. Quitter Matignon avec panache, laisser derrière lui l'image d'un homme d'État digne et respectable. Ce qu'il n'avait pas envisagé, en revanche, c'est que Lecornu jouait selon des règles totalement différentes. Pour Bayrou, marquer les esprits passait par la longueur, la culture des références, la richesse du verbe. Pour Lecornu, l'impact naissait de la brièveté et de la netteté. Deux visions irréconciliables, deux manières d'exercer le pouvoir. Deux générations face à face, incarnant deux moments distincts de la vie politique française.
Ce qui s'est réellement dit durant les 50 minutes passées à huis clos entre les deux hommes demeure largement opaque. Pourtant, d'après un témoin ayant requis l'anonymat, Bayrou aurait tenté d'endosser le rôle du mentor. Il aurait longuement détaillé à Lecornu les raisons de l'échec de son budget, décortiquant les équilibres fragiles de l'Assemblée, les clans internes, les figures récalcitrantes et les frontières à ne pas franchir. Lecornu écoutait, courtois, attentif en apparence. Mais son regard trahissait une pensée déjà ailleurs. À un moment, raconte la source, Bayrou aurait lancé, presque comme un avertissement. « Sébastien, vous verrez, la réalité parlementaire est bien plus complexe que vous n'imaginez. Ici, on ne commande pas comme dans l'armée. » La réponse de Lecornu tomba sans éclat, mais avec une précision redoutable. « Je n'ai pas l'intention de commander. Mon objectif est de construire des accords. Ce n'est pas la même logique. » Une phrase simple, presque banale, mais qui résumait tout. Là où Bayrou percevait l'Assemblée comme un terrain miné à neutraliser, quitte à recourir au 49,3 pour passer en force, Lecornu y voyait un espace de négociation. Deux visions irréconciliables du pouvoir. Dès le 11 septembre, au lendemain même de la cérémonie, Lecornu lança une séquence de consultation d'un genre nouveau. Sans empressement, mais sans perdre une minute. Là où ses prédécesseurs recevaient les partis un par un, étirant les discussions jusqu'à l'épuisement, il fit un choix radical. Installer tout le socle commun autour de la même table. Renaissance, Modem, Horizon, les Républicains. Tous ensemble. À ses conseillers, il résuma la logique sans détour. On ira plus vite. Séparément, chacun me vendra son récit et ses exigences incompatibles. Ensemble, ils seront obligés de se parler et de trancher. Le pari était risqué. Aucun premier ministre n'avait osé une telle mise en scène. La rencontre pouvait virer à l'affrontement public. Mais Lecornu avait anticipé. En exposant les divergences à la lumière, il forçait mécaniquement la recherche d'accords. 3 heures durant, les tensions s'exprimèrent sans filtre. 3 heures de débats durs, parfois électriques. Pourtant, à l'issue de la réunion, un socle commun se dessina. Pas de suppression de jours fériés, maintien d'un effort sur les plus hauts revenus et, point crucial, l'ouverture d'un dialogue structuré et permanent avec la gauche, en particulier le Parti socialiste. En une matinée, Lecornu avait obtenu davantage que Bayrou en 9 mois. Le 12 septembre, ce fut au tour des syndicats, CGT, CFDT, FO, de franchir les portes de Matignon. Ils arrivaient en position de force, portés par les mobilisations massives de la veille, armés de cahiers de revendications interminables. Là encore, Lecornu surprit. Pas de rendez-vous éclaté, pas de tête-à-tête feutré. Une table ronde unique. Il entra dans le vif du sujet sans précaution oratoire. « J'ai lu toutes vos demandes. Certaines se contredisent. Vous réclamez plus de dépenses publiques et moins d'impôts. Les chiffres ne suivent pas. » Puis, il posa sa méthode. « Dites-moi vos 3 priorités absolues. Pas 10, pas 20, 3. Ensuite, je vous dirai ce qui est possible. » Cette franchise désarçonna les responsables syndicaux. Ils étaient habitués aux promesses vagues, aux discussions sans fin, aux compromis repoussés indéfiniment. Ici, on leur demandait de choisir, de renoncer, d'accepter des limites. C'est une approche intéressante, reconnut Sophie Binet, numéro 1 de la CGT en quittant Matignon. On jugera sur pièce. La phrase flottait encore que, déjà, les plateaux télé s'agitaient. La passation de pouvoir continuait de nourrir commentaires et décryptages. Experts en communication et analystes du pouvoir, passaient au crible la moindre posture, la plus petite inflexion de voix de Lecornu. Dans le Figaro, un professeur de Sciences Po signa une tribune très remarquée. Lecornu a compris ce que la classe politique a oublié. Quand la confiance est rompue, le silence parle plus fort que les discours. Et de conclure, les Français n'attendent plus qu'on leur explique, ils attendent qu'on fasse. Dans les travées de l'Assemblée nationale, une expression commençait à circuler. L'effet Lecornu.
Marine Le Pen, réunissant ses députés à huis clos, se montra glaciale. Cet homme est dangereux. Il ne se trompe pas. Il ne laisse aucune faille. À l'opposé, Jean-Luc Mélenchon choisit l'attaque frontale sur les réseaux sociaux. Le Cornu ou Bayrou, même combat. Macron change les visages, pas la politique. Une motion de censure sera déposée. Pourtant, même à la France insoumise, les certitudes vacillaient. En privé, Manuel Bompard concéda. Il paraît plus solide que Bayrou. Le renverser ne sera pas simple. Tous le savaient. Le véritable test attendait le Cornu sur le terrain budgétaire. C'est là que Bayrou avait chuté. Son projet de finance, avec ses 44 milliards d'euros d'économie, avait mis le feu aux poudres. Le 15 septembre, 5 jours après son entrée en fonction, le Cornu convoqua la presse à Matignon. Son gouvernement n'était toujours pas constitué, ce qui alimentait l'inquiétude, mais il voulait d'abord poser le cadre. La salle était saturée. Plus de 200 journalistes, sans compter les caméras et les micros. L'attente était électrique. Le Cornu entra seul, sans document, comme toujours. Il prit place au pupitre, balaya la salle du regard et attaqua sans détour. « Je repars d'une page blanche. » Puis il enfonça le clou. Le budget Bayrou n'est qu'un point de départ, pas un dogme, une page blanche. L'effet fut immédiat. En une phrase, le Cornu venait de désavouer publiquement son prédécesseur. « Mon objectif est un déficit autour de 4,7% du PIB en 2026, poursuivit-il. C'est proche de la cible de 4,6% fixée auparavant. La différence, c'est la méthode. Autrement, tout était là. Le terme venait d'être lâché. Dans la salle, un journaliste de Libération demanda la parole. « Monsieur le Premier ministre, quand vous parlez de rupture sur le fond, de quoi parle-t-on exactement ?» Le Cornu ne contourna pas la question. « Cela signifie qu'on ne peut plus faire porter l'effort uniquement sur les classes moyennes et populaires. La justice fiscale ne sera pas un élément de langage, mais un principe appliqué. Justice fiscale. Une expression suffisamment chargée pour résonner bien au-delà du camp présidentiel, jusqu'au banc de la gauche. » Un reporter de BFM enchaîna aussitôt. « Envisagez-vous la mise en place de la taxe Zuckman sur les très hauts patrimoines, comme le réclament les socialistes ?» Le Cornu s'arrêta une seconde. Le piège était évident. Dire oui, c'était froisser une partie de sa majorité et le monde économique. Dire non, c'était fermer la porte à toute entente avec le Parti socialiste. « La proposition Zuckman est intéressante, » répondit-il avec mesure. « Mais elle n'est pas l'unique option. D'autres outils fiscaux peuvent atteindre les mêmes objectifs sans soulever les mêmes difficultés techniques. Une réponse en équilibre, ni refus clair, ni adhésion totale. L'art de maintenir l'ambiguïté, de laisser l'espace ouvert sans se lier les mains. » Dans la salle, les journalistes comprirent vite. Le Cornu savait négocier. Au même moment, loin des caméras, François Bayrou suivait la scène depuis l'écran de télévision installé dans son bureau de maire. Il était seul. Les volets à demi-clos filtraient la lumière dorée de l'automne, tandis que chaque mot de Le Cornu lui parvenait comme un coup de plus. Page blanche. Autrement. Justice fiscale. 9 mois durant, Bayrou avait porté un budget de rigueur, martelé que les plus aisés contribuaient déjà largement, répété que l'effort devait être équitablement réparti. Et voilà qu'en quelques formules sèches, Le Cornu démontait patiemment tout l'édifice. Le téléphone vibra. Jean-Louis Bourlange, député MoDem, compagnon fidèle. « Tu regardes ?» demanda-t-il sans détour. « Il est en train de nous rogner publiquement. »« Je vois bien, » répondit Bayrou d'une voix lasse. « Il fait ce qu'il faut pour tenir. Mais nous, au centre, notre ligne. » Un soupir à l'autre bout du fil. « La politique, c'est accepter le réel, » trancha Bourlange. Le Cornu a compris une chose. Sans la gauche, aucune majorité ne tient. Nous pensions pouvoir compter sur le RN. On s'est trompé. Un blanc s'installa dans la conversation. Puis la voix de Bourlange revint, plus posée. « Tu regrettes d'avoir provoqué ce vote de confiance ?» Bayrou prit son temps. Longtemps. « Non, finit-il par répondre. J'ai agi comme je le devais.
Mais j'ai sans doute surestimé ma capacité à faire plier tout le monde sur une ligne unique. Le cornu, lui, n'essaie pas de contraindre, observa Bourlange. Il cherche à assembler. C'était sans doute le diagnostic le plus juste. Bayrou avait voulu incarner l'autorité, un Premier ministre capable d'imposer sa vision à un Parlement rétif. Le cornu, au contraire, avançait comme un tacticien, prêt à bâtir des alliances mouvantes, sujet par sujet, sans dogmatisme. Le 20 septembre, 10 jours après son arrivée à Matignon, le cornu dévoila enfin la liste de son gouvernement. Il n'avait pas cédé à la précipitation, rompant avec l'empressement de ceux qui l'avaient précédé. 22 ministres seulement, bien loin de l'équipe pléthorique formée par Bayrou. Une équipe resserrée pour agir plus efficacement, justifia-t-il. Certaines nominations firent immédiatement parler. Benjamin Haddad, jeune figure montante de Renaissance, hérita du ministère des Armées, succédant à Lecornu lui-même. Roland Lescure prit les rênes de Bercy, poste stratégique s'il en est. Mais c'est ailleurs que se produisit la véritable surprise. Catherine Vautrin aux affaires sociales. Issue des Républicains, réputée pour ses positions sociales ouvertes, elle envoyait un message limpide. À la gauche, Lecornu tendait clairement la main. La présentation du nouveau gouvernement suscita des réactions contrastées, oscillant entre méfiance prudente et curiosité attentive. Olivier Faure, à la tête du Parti socialiste, résuma l'état d'esprit ambiant. « Attendons de voir ce qu'ils font. Pour l'instant, ce ne sont que des patronymes. » Jordan Bardella, lui, ne prit aucun détour. Macron version 2. Aucune cassure réelle, simplement du réemploi. L'observation la plus nuancée vint pourtant d'un éditorialiste du Monde. Selon lui, Lecornu avait joué finement. Pas de figure trop idéologisée, pas de symbole clivant. Des profils techniques, des gestionnaires. Le message était limpide. Fini les grandes postures doctrinales, place à l'administration concrète du pays. Le 25 septembre, Lecornu choisit Le Parisien pour sa première interview télévisée. Un choix loin d'être anodin. Ni Le Monde, ni Le Figaro, mais le quotidien populaire, celui des classes moyennes. Dès les premières minutes, il adopta un ton direct, presque désarmant. « Je ne suis pas un faiseur de miracles. Je ne réglerai pas tous les problèmes en 3 mois, mais je veux remettre la France sur la bonne trajectoire. » Sur la fiscalité des grandes fortunes, il précisa sa ligne. Pas une application brute de la taxe Zuckman, mais un renforcement ciblé de la contribution des très hauts revenus. Nuance importante. Concernant les retraites, terrain miné par excellence, il posa un cadre clair. La réforme de 2023 resterait en place, mais ses modalités pourraient évoluer par la négociation sociale. Une ligne d'équilibriste assumée. Intransigeance sur les principes, souplesse dans la mise en œuvre. Le même jour, François Bayrou prenait la parole sur France Inter. Et là, le contraste sautait aux oreilles. Face à la sobriété presque chirurgicale de Lecornu, Bayrou retrouvait ses habitudes, de longues digressions, des références historiques, une hauteur philosophique assumée. La crise que nous traversons n'est pas seulement financière ou institutionnelle, expliquait-il. C'est une crise de civilisation. Le journaliste le coupa avec courtoisie. « Monsieur Bayrou, revenons à l'essentiel. Regrettez-vous d'avoir provoqué ce vote de confiance? » Bayrou se redressa, piqué au vif. « Regretter? Non, j'ai suivi ma conscience. Un pays ne peut pas vivre indéfiniment au-dessus de ses moyens. J'ai voulu obliger les parlementaires à regarder cette vérité en face. Ils ont choisi l'évitement. Pourtant, M. Lecornu semble trouver une voie de compromis que vous n'avez pas su ouvrir, insista le journaliste. Un silence lourd s'installa. Puis Bayrou céda, à demi-mot. Sébastien Lecornu est compétent, admit-il enfin, avec une pointe d'amertume. Il bénéficie de la jeunesse, de l'élan de la nouveauté. Les Français ont envie d'y croire. J'espère sincèrement qu'il réussira là où j'ai échoué. Une phrase douce en apparence, mais qui sonnait comme une capitulation masquée. Les auditeurs comprirent que, malgré ses mots polissés lors de la passation, Bayrou n'avait pas tourné la page. Le 1er octobre, Lecornu franchit une étape décisive, le dépôt officiel de son projet de budget à l'Assemblée nationale. Le texte se voulait un assemblage pragmatique. 40 milliards d'euros d'économies,
moins que les 44 prévus par Bayrou, une contribution renforcée des hauts revenus et des efforts demandés aux administrations sans vague massive de suppression de postes. C'est un compromis, résuma Lecornu. Le budget du possible, pas celui des rêves, mais celui que nous pouvons adopter ensemble. Les débats s'ouvrirent dans un climat tendu, mais sans l'électricité qui avait entouré le projet Bayrou. Le Parti socialiste, par la voix d'Olivier Faure, annonça qu'il examinerait le texte sans opposition systématique. Le Rassemblement national temporisa, Marine Le Pen préférant attendre les amendements. Seule la France insoumise resta vent debout, Manuel Bompard promettant un rejet total de ce qu'il qualifiait d'austérité maquillée. Mais l'arithmétique parlementaire jouait en faveur de Lecornu. Avec le bloc central, les Républicains et une abstention bienveillante du PS, le budget pouvait passer sans recourir au 49,3, une première depuis le début du quinquennat Macron. Le 5 octobre, un rebondissement inattendu secoua Paris. François Bayrou annonça son retrait de la scène politique nationale pour se consacrer pleinement à sa mairie de Pau. Dans une lettre publiée par le Journal du Dimanche, il écrivit « J'ai servi la France du mieux possible. Il est peut-être temps qu'une nouvelle génération prenne le relais. Je continuerai à défendre mes convictions, mais désormais depuis ma ville, que j'aime. » Une sortie élégante, en apparence volontaire, mais personne n'était dupe. Le message était limpide. Bayrou reconnaissait que son cycle était terminé. Dans le microcosme parisien, l'annonce fit l'effet d'un séisme. Depuis des décennies, François Bayrou semblait indéboulonnable. Et pourtant, une page venait de se tourner. Le retrait progressif de Bayrou avait valeur de symbole, celui d'un cycle qui se referme, d'une époque qui cède la place à une autre. Le soir même, Lecornu se contenta de quelques mots, soigneusement pesés. « Je salue le parcours remarquable de François Bayrou au service de notre pays. Son attachement au centrisme et au dialogue institutionnel laissera une trace. Rien de plus. Aucun lyrisme, aucune envolée. Une politesse républicaine, nette, presque clinique. Certains y virent une distance glaciale, d'autres une manière assumée de clore définitivement le chapitre. Un mois plus tard, le 10 octobre, les premiers baromètres d'opinion tombèrent. Lecornu recueillait 38% d'avis favorables. Dans le climat politique du moment, c'était loin d'être négligeable. Plus parlant encore, une majorité relative, 52% des Français, estimait qu'il ferait un bon, voire un précorrect Premier ministre. 10 points de plus que Bayrou au même stade. Dans le même temps, le mouvement Blocou, qui promettait l'asphyxie du pays, perdait de sa vigueur. Les cortèges se clairsemaient, l'élan retombait. Lecornu avait accompli ce qui avait échappé à son prédécesseur. Calmer la tension sociale non par des discours, mais par des décisions rapides et un dialogue constant. Il a compris l'essentiel, analysait un sociologue dans Les Échos. Les Français ne réclament pas des prodiges. Ils veulent être entendus et voir des actes. Lecornu, lui, écoutait sans posture et avançait sans grands mots. Le 15 octobre, en marge d'un déplacement à Lyon, Lecornu fut interpellé par un journaliste régional sur ses rapports avec François Bayrou. « Monsieur le Premier ministre, lors de la passation, vous avez évoqué une rupture. Certains y ont vu une attaque personnelle contre François Bayrou. Était-ce le cas? » Lecornu marqua une pause, prit le temps de peser ses mots, puis répondit avec ce mélange de calme et de netteté qui était devenu sa signature. « François Bayrou est un homme que je respecte sincèrement, mais le respect n'implique pas l'imitation. Les ruptures dont j'ai parlé ne visaient pas un individu, mais une manière de gouverner. » Puis il conclut, sans hausser le ton, « La France ne peut plus se permettre des exécutifs qui parlent énormément et produisent peu. » Le propos était mesuré, presque élégant, mais le sens ne souffrait aucune ambiguïté. Le temps des discours interminables était clos. Celui de l'action venait de s'ouvrir. Le 3 novembre, après 2 mois de débats parfois âpres, l'Assemblée nationale adopta le budget Lecornu. Une motion de censure échoua largement, 109 voix favorables, loin du seuil nécessaire. C'était le premier budget voté sans passage en force depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce soir-là,
Seul dans son bureau à Matignon, Sébastien Lecornu contemplait les jardins plongés dans l'obscurité. Il repensait à ce 10 septembre, au piège soigneusement préparé par Bayrou, à ces 2 minutes et demie sur le perron qui avaient tout fait basculer. Son téléphone vibra. Un message bref signé Emmanuel Macron. « Félicitations, tu as réussi. » Lecornu esquissa un sourire discret. « Réussi? Pas vraiment. Pas encore. » Il venait simplement de franchir le premier obstacle, rien de plus. La route restait longue, semée d'embûches. Mais sur un point, il n'avait aucun doute. Il avait avancé selon ses propres règles. Pas de tirade lyrique, pas de gestes théâtraux. Seulement du travail, une méthode claire et cette faculté rare d'aller droit à l'essentiel. Une qualité que Bayrou et l'ancienne génération politique semblaient avoir laissée derrière eux. À Pau, dans le silence feutré de son bureau municipal, François Bayrou coupa la télévision après le vote du budget. Il se redressa avec lenteur, le poids de ses 71 années se rappelant à lui. Son regard s'attarda sur les photos alignées au mur. Un demi-siècle de vie publique, de lutte, de succès, d'échecs aussi. « Sébastien Lecornu a compris ce qui m'a toujours échappé », souffla-t-il pour lui-même. En politique moderne, ce ne sont pas les envolées oratoires qui comptent, mais ce qu'on accomplit. Il éteignit la lumière, referma la porte et s'enfonça dans la nuit béarnaise. Son parcours national touchait à sa fin. Il le savait malgré l'amertume. Et peut-être était-ce préférable. Le pays avait besoin d'autre chose, d'un nouveau souffle, d'une autre génération, d'une autre manière de faire, d'une voix différente. 7 minutes sur le perron de Matignon, ce 10 septembre 2025, avait suffi à le démontrer. Le changement n'était plus un mot creux, mais un fait. Bayrou avait tendu un piège d'une grande finesse. Lecornu, lui, avait fait mieux que l'éviter. Il en avait fait un levier. Et une France fatiguée par des années d'instabilité commençait enfin à lever les yeux vers l'avenir, avec un soupçon d'espoir.